Salut la créative. Bienvenue dans le salon de thé créatif de la Storia Mimosa pour parler communication, créativité, business, mais autrement. Parce que je suis persuadée que la communication des entrepreneurs créatifs n'est pas celle de n'importe quel business. Ce podcast va t'apporter de l'inspiration et de la motivation pour trouver ta voie. Pour t'aider dans cette quête, des créatifs de tous horizons partagent leur expérience, leurs réussites, leurs doutes et leurs échecs. Je te propose aussi des questionnements, des tips rédac et storytelling pour repenser ta com et raconter ton histoire ou celle de tes produits. Bref, tu l'as compris, dans ce podcast, je te chouchoute toi et toutes les entrepreneurs créatifs. Moi, c'est Carole Fossati. Je suis éditrice, storytelleuse, rédactrice de contenu et mentor en communication. En octobre 2022, je crée la Storia Mimosa pour m'éclater en bossant sur les mots et pour aider les créatives à kiffer leur com. D'ailleurs, tu peux télécharger mon freebie. Deviens ta source d'inspiration pour 10 idées de posts fun en cliquant sur le lien en description. Et petit disclaimer, j'ai décidé ici de parler au féminin générique pour que les femmes soient vues et entendues. Mais que tu sois créateur, créatrice, quel que soit ton genre, tu es le ou la bienvenue. Maintenant que tu sais tout, installe-toi confortablement avec ta boisson chaude préférée. Et bonne écoute! Alors bonjour Marie, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast des Créactives. Comment vas-tu? Écoute, merci beaucoup de me recevoir. Je suis ravie d'être là aussi. Ça va super. Bon, ça va, t'es bien installée? Yes, tout va bien. Super. Prête à démarrer? Ouais. Bon, c'est super. En tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir accepté de participer à ce podcast pour parler communication, marketing, création. Voilà, je suis ravie de pouvoir le faire avec toi, étant donné ta longue expérience. Et du coup, ça m'intéresserait que, pour démarrer, évidemment, tu te présentes à toutes les auditrices. Merci de nouveau de me recevoir. Donc, je m'appelle Marie Boudon et je suis la fondatrice de Tribulation de Marie. Donc, c'est une entreprise où on vend des cours de peinture, des cours d'aquarelle vidéo, modernes, accessibles, pour des personnes qui n'ont pas beaucoup de temps pour leur créativité, qui ont envie de se remettre à créer et qui n'ont jamais trop appris à dessiner. Et voilà, qui ont envie de renouer un petit peu avec leur créativité. Donc, on a différents cours vidéo. D'ailleurs, on est en train d'évoluer en ce moment vers des cours plus seulement pour des créatifs qui débutent, mais aussi des cours un peu plus avancés, des cours un petit peu plus poussés que juste l'aquarelle pour débutants. Mais en tout cas, c'est ce qu'on a fait depuis 2017 quand j'ai lancé l'entreprise. J'ai aussi différents livres sur l'aquarelle. Voilà, donc c'est ça mon truc numéro 1, on va dire, c'est ça mon entreprise. Ok, super. Et alors du coup, on s'est dit que, étant donné voilà ton expérience depuis 2017 de la communication, du marketing, et que ton entreprise a connu un très très beau succès, donc elle a grandi, et donc on s'est dit qu'on allait parler de la communication et de comment elle a pu évoluer quand ton équipe s'est agrandie, et aussi comment à la fois ça reste la même chose. Et en même temps, ça peut être aussi un peu différent. Donc voilà, si t'es ok, on va parler un peu de tout ça. Tout à fait, avec plaisir. Alors, est-ce que tu peux me dire déjà pour démarrer justement comment, juste pour qu'on situe un petit peu les choses, comment justement ton équipe et ton entreprise a grandi depuis 2017? Ouais, j'ai lancé mon auto-entreprise en 2017. Avant ça, j'étais ingénieure, donc j'avais pas du tout fait d'école d'art ou quoi que ce soit. J'ai commencé en écrivant un premier livre. Rapidement, j'ai enchaîné avec 2 autres livres, donc j'ai sorti 3 livres quasiment en enchaînant quoi. Ça a été assez rapide et j'ai sorti des cours vidéo aussi en même temps. Donc les premières années ont été très intenses. On va dire les 3 premières années, j'ai fait que sortir des livres et des cours parce que j'avais besoin de me prouver que ça pouvait fonctionner et que j'avais pas fait le choix délirant en arrêtant mon CDI d'ingé et en devenant, on va dire, créative comme ça à temps plein. Ça a décollé avec le Covid, avec le confinement, parce que les personnes avaient besoin de se changer les idées, avaient besoin de créer quelque chose pour se changer un petit peu de tout ce qu'on pouvait entendre à ce moment-là. Donc en 2020, en fait, ça a énormément décollé. Et moi, j'avais déjà tout en place. Ça faisait déjà plus de 3 ans que je faisais ce métier-là. Donc des cours vidéo d'art, il y en avait quasiment pas. Il y en avait très peu, en tout cas en français, à ce moment-là sur Internet. Et donc, c'est vrai que mon entreprise a décollé à ce moment-là. J'ai produit énormément de contenu gratuit cette année-là. Pendant tous les confinements, j'ai fait énormément de lives avec plein d'entreprises différentes, mais aussi toute seule.
J'ai produit beaucoup de contenu pour booster les gens, pour qu'ils puissent un petit peu s'amuser, etc. Et ça a été vraiment un tourbillon cette année-là. Ça a été incroyable. Et en fait, à ce moment-là, je pouvais plus gérer, quoi. Enfin, c'était devenu, en fait, je passais ma vie à bosser. Et même si ça me plaisait énormément ce que je faisais, c'était très, très satisfaisant de voir le projet décoller. Je répondais à des mails jusqu'à 1h du mat parce que voilà quoi, il y avait trop de mails, il y avait trop de messages, enfin c'était un truc de fou. Donc à ce moment-là, j'ai commencé à me dire il faut que je m'entoure parce que sinon je vais péter un plomb. Donc j'ai commencé par une première personne qui m'a rejoint l'été 2020 pour m'aider à répondre aux messages. Voilà. Et après, en fait, à la fin de l'année 2020, je me suis dit, OK, bon, ce qui a marché l'année dernière, finalement, c'est la situation exceptionnelle, le fait que les gens étaient coincés chez eux et que, voilà, il fallait qu'ils trouvent des activités, mais aussi le fait que je produisais énormément de contenu gratuit. Je produisais beaucoup de contenu, des lives tout le temps. J'ai fait 5 stages gratuits en 2020. C'est un truc de fou. Aujourd'hui, on en fait qu'un par an parce que c'est déjà énorme. Là, 5 toute seule. Je sais pas comment j'ai fait. Mais bon, je l'ai fait. Et donc, je me suis dit tout début 2021, pour continuer comme ça, sans péter un plomb, il faut que j'ai de l'aide sur la production de contenu, sur le marketing, sur la com. Donc là, j'ai embauché Héloïse qui travaille avec nous encore aujourd'hui et qui est responsable du contenu, content manager. Donc son but, c'est nous aider à la production de contenu sur toutes les plateformes parce qu'on publie sur beaucoup de plateformes différentes. Tu es sur quelle plateforme du coup ? Principalement sur YouTube, sur Instagram, la newsletter. Et après, on a également du contenu dupliqué sur Facebook, sur TikTok. Assez rarement, mais on a toujours quand même notre blog. De temps en temps, on a des moments où on republie sur le blog. En ce moment, c'est plutôt en pause. YouTube, Insta, c'est les 2 principaux. Et après, on diffuse sur d'autres plateformes. Il y a Pinterest aussi, bien sûr. Oui. Donc, ça fait beaucoup. Et après, voilà, au fil des années, donc 2021, 2022 et maintenant 2023, maintenant, il y a mon mari aussi qui travaille avec moi à temps plein. Il y a aussi un monteur vidéo qui travaille avec nous, mais ça depuis longtemps, depuis le début. Voilà. Et on a aussi Patricia qui est responsable de nos cours vidéo et qui répond aux questions des élèves. Donc c'est vrai que voilà, maintenant on est une vraie équipe et voilà, ça a évolué comme ça petit à petit au fil des années. D'accord. Et alors du coup, comment toi tu vis un peu cette évolution ? Et comme tu disais, t'as produit énormément. Voilà, tu disais tu avais fait 5 événements, donc c'est quand même énorme, toi toute seule. Comment tu gérais tout ça à ce moment-là ? Disons que il y a toujours une période, je pense, quand on lance son entreprise ou du moins quand on est au début de son projet où on est un peu en folie. C'est-à-dire que il faut pas le nier, c'est beaucoup de travail et j'ai pas envie de dire équilibre vie pro, vie perso dès le début. Enfin, je pense honnêtement qu'il y a un moment où on est à fond en fait parce qu'on a envie, on a un peu la rage que le projet prenne, on a envie d'y croire, on se donne à fond. Enfin, ça nous passionne, c'est un truc qui nous prend aux tripes, quoi. Et ça, c'est ok, des fois c'est un petit peu peut-être trop, mais je pense que c'est la réalité de beaucoup d'entrepreneurs ou de personnes qui aspirent à devenir entrepreneurs. Et cette période-là, voilà, effectivement, j'avais produit tout ce contenu-là, mais je voyais pas les journées passer, je m'éclatais, j'ai pas vraiment mal vécu cette période, même si au bout d'un moment, c'était un peu tiré sur la corde. Et après, la transition avec l'équipe et notamment le travail avec une community manager, donc une personne qui répond à nos messages, et Héloïse qui est content manager, c'est là où ça a été très très différent. Et ça a été un peu le jour et la nuit entre cette période qui s'est écoulée sur plusieurs années où je faisais tout toute seule et où d'un coup on était devenu une vraie entreprise entre guillemets, où on était une structure, une SAS et plus une autre entreprise, et où c'était devenu un peu sérieux, où tout reposait sur le projet, où tout reposait sur mon boost, on va dire. Et c'est vrai que ça a été un peu choquant pour moi. J'avais l'impression de devoir entrer dans des cases, alors qu'avant je faisais ce que je voulais, et même si c'était difficile, même si c'était boost, c'était mon truc, je faisais à ma façon, il y avait personne qui m'aidait, et voilà, ça me plaisait. Donc ce qui était difficile au début, ça a été de me dire si je veux continuer ce projet, il faut que je délègue, sinon je vais péter un plomb. Donc du coup voilà, il a fallu trouver cet équilibre. Et ça n'a pas été évident, donc l'idée ça a été que j'avais remarqué qu'effectivement poster du contenu c'était important, ne pas rien poster, surtout quand on est une entreprise digitale avec des produits digitaux et qu'on est une marque incarnée. Voilà, c'est quand même un peu notre gagne-pain aussi que de poster du contenu.
Et donc ma première idée, ça a été de tout systémiser et devenir un peu une sorte de machine de contenu, quoi. Donc de me dire voilà comment je faisais pour créer mon contenu. Donc j'ai tout transmis à Héloïse, j'ai tout transmis à Céline à l'époque qui était notre CM, et je leur ai dit voilà comment je fonctionne. On va faire en sorte que tout ça soit organisé, délégué, qu'on puisse continuer à poster du contenu. Héloïse cherchait les idées, Héloïse comparait un peu chercher des idées de contenu qui pourraient être intéressants pour notre audience. C'était très pertinent ce qu'elle trouvait sur le net, et ses analyses, sa veille, etc. étaient hyper pertinentes. Sauf que du coup, moi, en fait, j'étais devenue un peu créatrice de contenu basé sur les idées d'Héloïse. Moi, j'implémentais, je filmais mes vidéos et je trouvais quand même un minimum les idées. Et après, derrière, Céline répondait aux gens. Je commençais à moins aimer mes réseaux sociaux parce qu'en fait, je ne voyais ni la partie création, ni la partie derrière retour et échange que j'avais depuis des années avec mon audience. Donc, ça a été une période un peu dure parce que je me disais, il faut passer par là pour continuer à développer le projet. Mais de notre côté, c'était pas forcément la période la plus agréable pour moi parce qu'on commençait à perdre un peu le sens de ce que j'avais fait, quoi. On avait un contenu qui était assez lisse et on se positionnait beaucoup comme l'expert. Donc notre but, c'était vraiment donner des astuces pour débutants à l'aquarelle, c'était faire des tutos, c'était montrer des sujets d'inspiration. Sauf que moi, au plus ça allait, au plus je me disais ah, j'aime pas. Sauf que j'avais maintenant une équipe et donc je voyais mal tout planter comme ça, quoi. Il y a des gens maintenant qui comptaient sur moi. Voilà. Et en fait, le déclic, ça a été au bout d'un moment, l'année dernière, en 2022, je me suis dit, ok, en fait, c'est pas possible d'avoir construit un truc qui marche, parce que du coup, ce qui est beau, c'est que le projet fonctionne, d'avoir des gens qui m'aident et de pas apprécier ce que je fais, quoi. C'est pas possible. Donc là, je me suis dit, la communication en tant que marque incarnée, ce qui est important, c'est que ça nous plaise. Et c'est pas possible de faire un truc qui me plaît qu'à moitié parce qu'il faut le faire, quoi. Je me suis vraiment recentrée sur pourquoi j'apprécie poster sur les réseaux sociaux, pourquoi je fais ça, pourquoi depuis le début j'ai commencé à faire ça, en fait. J'avais un décalage avec ma production de contenu qui était plus exactement moi, et j'avais un décalage avec mon audience parce que un autre élément aussi qui s'est passé, c'est que je n'osais plus pivoter, je n'osais plus évoluer comme je le faisais un petit peu quand j'étais seule, parce que je me disais maintenant qu'on est une entreprise et qu'on est un truc carré, je peux pas me permettre de tous les 4 matins dire à coucou, nouvelle passion, voilà, gros délire maintenant, je veux faire du collage. Voilà, non. Donc j'étais un petit peu entre guillemets coincée dans un sujet, alors moi-même, parce qu'en soi on peut évoluer, on peut pivoter, mais ce début de structure a fait que je me sentais enfermée dans les aquarelles pour débutants, je me sentais enfermée dans notre production de contenu gratuite et telle qu'elle était. Et je voyais pas forcément d'issue, alors qu'en fait, c'était très simple, c'était juste reprendre un peu les rênes du truc et oser faire évoluer à la fois mon contenu, mon audience. C'est tout à fait possible et surtout c'est clé quand on est une marque incarnée de se dire je dois aimer mon contenu et si je dois passer par des pivots, je dois le faire. Parce qu'en fait, l'idée, c'est de tenir dans le long terme. Et moi, je sais que je n'aurais jamais réussi à tenir dans le long terme si j'étais restée encore au même contenu que je faisais en 2020 parce que ça a fonctionné en 2020. Voilà. Et donc, c'est ça fait peur. Moi, j'ai pris toute l'année 2022, quasiment en prenant du recul, en passant toute mon année à peu produire, à réfléchir, à mettre tout en pause. Mais après, en prenant cette décision de me recentrer sur ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui me plaît, pourquoi j'aime les réseaux sociaux, et me rendre compte qu'en fait, c'est toujours ma passion. J'ai envie de partager avec les gens, j'ai envie d'aider les gens pour qu'ils apprennent de nouvelles compétences, de nouvelles choses, etc. Donc voilà, ça a été vraiment une étape clé de se remettre à apprécier. Du coup, j'ai changé complètement notre processus de création de contenu en tant qu'équipe. J'ai repris la création de contenu, ce que j'appelle contenu mère, un contenu, on va dire, profond, poussé, les vidéos YouTube par exemple, ou le cœur d'une newsletter ou ce genre de choses, où c'est vraiment moi qui vais réfléchir au sujet qui m'intéresse en ce moment et qui vais du coup produire un contenu complet, et après Héloïse va extraire de ce contenu-là des plus petits contenus, ou elle va extraire des carousels ou des choses comme ça qui pourraient du coup être diffusées sur nos différents réseaux, mais à partir d'une réflexion qui vient de moi et plus ah tiens, on pourrait faire ça parce que telle personne l'a fait et c'est cool, il y a eu des vues, quoi. D'accord, donc en fait là ce que tu dis c'est que tu pars de tes vidéos YouTube et ensuite t'en extrais des petits contenus, c'est ça hein? Pas forcément que ça, mais ça peut être aussi la rédaction pour une newsletter. D'accord. Ou des gros contenus qui deviennent des petits contenus et qui du coup partent de toi et ne partent plus de l'extérieur.
Ouais, c'est ça. Ouais, le faire partir de moi et pas forcément le faire partir de Mmh. quelqu'un d'autre. Enfin, moi, en tout cas, ça colle à ma personnalité aussi. Ça dépend des personnalités, mais moi, ma personnalité, c'est Mmh. générer des idées, générer des trucs, découvrir des trucs. Et le fait d'être bloqué de ça, enfin, faut se dire quand on délègue, on peut tomber dans un peu des clichés en mode en tant que entre gros guillemets CEO d'une entreprise, on doit tout déléguer, on ne doit plus rien faire Mmh. d'important et compagnie. Moi, j'étais tombée dans ces clichés parce que j'avais aucun modèle de ce que c'est qu'une entreprise créative avec une équipe, très peu de modèles en tout cas. Et donc je Mmh. m'étais dit, je peux pas me permettre de poster sur Instagram en tant que enfin, si j'ai une équipe de X personnes, je peux plus faire ça, c'est pas pertinent et Mmh. compagnie. Donc il faut casser ces clichés-là, il faut se dire qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui marche pour moi, qu'est-ce qui est ma zone de génie. Et ça m'a pris du temps à le trouver, mais il faut à tout prix, je pense, pour que ça marche dans le temps, faire ce travail-là sur soi pour ensuite pouvoir se développer, quoi. Ouais, ouais. Mais en fait, c'est hyper intéressant parce que finalement, ce que tu soulignes, c'est que bah, tu es une créative, comme nos auditrices qui t'écoutent. Et en fait, je pense que quand on est créateur, on ne peut pas s'oublier. Comme toi, tu es un peu entre la création et puis la formation. Finalement, dans tout ce que tu as expliqué, moi, ce que j'ai entendu, c'est qu'il y a un moment où tu as basculé à presque 100% de la formation. Un peu comme un coach business, enfin si ce n'est que c'était de l'aquarelle, mais ouais, t'étais peut-être plus en, comme tu disais, en mode expert et t'as eu besoin de repivoter pour remettre l'aspect créatif, ta propre création plus en avant. Bah oui et non, parce que pour moi, la formation, c'est 100% créatif. C'est-à-dire qu'inventer des formations et apprendre aux gens à utiliser telle technique, pour moi, ça fait 100% du process créatif. C'était pas tellement le fait d'avoir mis la formation plus en avant qu'avant, parce que c'est pas forcément ce que j'ai fait, mais c'était le fait, en fait, comment dire, d'avoir essayé de cadrer tout ça à un point où c'était il faut qu'on poste tel jour tel truc, il faut qu'on poste tant de temps, Mm, tant de fois par semaine, il faut qu'on mette tel hashtag, c'est hyper processisé, tout était bien carré et tout. mm, Et en fait, il y avait plus de fun dans tout ça, c'était tout Héloïse cherche les sujets, moi je filme, après je prends vite les photos, on poste, on voit comment ça se passe, derrière Céline répond, enfin tu vois, c'était dans ce style-là. Et ouais. je sais que même sans équipe, il y a beaucoup de gens qui tombent dans ça et qui perdent le Mm, fun de ce que c'est les réseaux sociaux, qui perdent pourquoi au début ils ont fait des réseaux sociaux. Et d'ailleurs, je vous invite vraiment à commencer pour le fun et pas pour juste faire des réseaux sociaux parce que on m'a dit qu'il fallait le faire. mm, Moi, j'ai commencé comme ça. Et les réseaux sociaux, c'est un outil qui est très puissant et qui peut être certes parfois frustrant parce que voilà, il y a des choses qui évoluent et compagnie, mais c'est extrêmement puissant. Et c'était pas forcément perdre ma créativité en faisant tout ça parce que ça restait un travail créatif de faire des choses, etc. Mais se dire pourquoi je fais ça, qu'est-ce qui me plaît sur les réseaux, ne pas l'oublier au profit de poster plus, poster plus, poster plus, parce que mm, ça en fait un compte où on poste, on poste, on poste, on devient une machine de contenu, mais on sait pas pourquoi on fait ça finalement, on fait ça juste histoire de poster, bah ça sert à rien, voilà. Donc mm, c'est plutôt ça qui est vraiment très important et bien le garder et se dire si je commence à plus aimer ce que je fais sur les réseaux sociaux, les gens le sentent en fait, les gens le sentent mm, et les gens ne sont pas attirés par des profils très lisses, super experts. Et même en tant que créateur pur et pas formateur, on peut devenir comme ça. On peut être là, coucou mm, création, coucou nouvelle création. Ah, nouvelle création, vous avez vu, j'ai utilisé tel pinceau, j'ai fait cette création. Aucune émotion, on ressent rien, quoi. Il faut quand on est une marque incarnée et quand on est un artiste, on est une marque incarnée, il faut avoir cette âme. Et c'est possible en tant qu'équipe, c'est possible. Aujourd'hui, on a réussi à trouver un équilibre où j'arrive à m'amuser avec nos réseaux tout en ayant de l'aide. Donc voilà, c'est possible. Oui, et justement, en fait, je trouve que c'est un point qui est des fois difficile, et encore plus pour les créatives, d'arriver justement à avoir cet équilibre entre quand même un minimum d'organisation, parce que là, même si tu as trouvé une autre façon qui te convient mieux de communiquer avec ton équipe, j'imagine que vous avez quand même des process et vous avez quand même une organisation pour que ça tienne le rythme. Donc avoir un minimum d'organisation et puis d'une certaine manière de rigueur. Et de toute façon, dans les créations, finalement, il y a quand même en général de la rigueur. Hein, tout ne part pas dans tous les sens, que ça soit ses propres créations ou les réseaux sociaux. Mais comment arriver à trouver le bon équilibre entre cette rigueur-là, sans tomber, comme tu le disais, dans trop de rigueur et se perdre justement et devenir un peu robot à contenu, parce que ça c'est quand même quelque chose d'assez difficile, je trouve, à trouver comme équilibre. Oui, c'est une super question. En effet, c'est une question qu'on se pose souvent et on essaie de se remettre en question sur ça constamment. Un élément qu'on a essayé d'insuffler dans notre contenu cette dernière année, ça a été justement le storytelling. Je me suis dit, ok,
bon, on est une équipe, mais ça n'empêche pas que, bon, j'ai envie de diffuser ce qui me plaît, où j'en suis, etc. Et pas juste être, comme tu dis, un robot qui poste du contenu. Donc c'est vrai que déjà, il fallait que je surmonte un petit peu ma peur d'être vulnérable devant mon audience. Parce que certes, je l'avais été depuis le début, mais au plus on grossit, au plus on se fait face à des avis négatifs, des critiques, des gens qui font des projections sur nous, mais délirantes. Mais moi, j'ai eu des trucs complètement délirants parce que... Enfin, il n'y a pas d'explication, mais c'est comme ça. Et ça se fait qu'on peut se fermer au fur et à mesure. Et moi, ce qui s'est passé pour moi aussi, c'est que moi, j'ai eu peur au bout d'un moment de continuer à me montrer, ça m'arrangeait, entre guillemets, aussi d'avoir une équipe qui faisait tout ça parce que ça faisait un peu une carapace autour de moi. Donc déjà, il faut se dire, bon, je re-accepte de montrer un minimum qui je suis et sinon c'est plus une marque incarnée en fait. Si on se montre plus, sans pour autant devenir en mode télé-réalité, mais il faut un minimum casser cette coquille, montrer qui on est, montrer ce qu'on aime, montrer pourquoi on vibre, pour pourquoi ce qui nous fait vibrer. Donc déjà, il y a eu cette première étape. Et après, ça se montre comment? Du coup, ça se montre un petit peu se filmant, montrant son quotidien, pas seulement notre aspect le meilleur. C'est-à-dire que c'est le plus simple de montrer nos réussites, de montrer ah super, j'ai fait ça, c'est trop beau, regardez, likez. Et ça a été une grosse étape pour moi, et c'est pour répondre à ta question, comment je trouve cet équilibre entre rigueur et on va dire expression de soi, et authenticité, c'est réussir à ne plus avoir besoin de l'appréciation des gens en ligne pour avoir mon estime de moi, en fait. Parce que je me suis rendu compte que c'est addictif quand on commence, tous ces likes, tous ces gens qui commencent à acheter nos produits et tout ça, et on peut facilement attacher son estime de soi à ça, et sans s'en rendre compte, en fait. Et quand on est une marque digitale, comme beaucoup de personnes probablement qui nous écoutent, ou des artistes, qui créent leurs œuvres et qui vendent leurs œuvres ou quoi, et qui font toute leur communication en digital, c'est facile, en fait, d'associer son estime de soi au like, à tout ça. Donc, en gros, moi, j'ai fait un gros travail sur moi pour me dire, OK, il faut que j'arrête de vouloir être liké, entre guillemets. et c'est pas si simple que ça. Par exemple, quand je m'étais dit, OK, il faut que tu sois plus authentique avec ton audience, donc j'ai commencé un peu plus à partager la vraie vie, moins montrer le côté lisse, parfait, je cache tout, et voilà. Et en plus, j'ai commencé à utiliser le storytelling. Donc l'idée, c'était essayer, vu que c'est un outil marketing que j'avais vu beaucoup passer, raconter des histoires à l'audience, raconter ce qui se passe, etc. Donc au début, je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir raconter à mon audience? Donc storytelling, ok, donc je raconte, il s'est passé ça. Sauf qu'au début, j'utilisais le storytelling toujours pour me brosser, moi, dans le bon sens. Donc c'était en mode, cool, j'ai fait une masterclass, je vais leur dire, ça s'est bien passé, je suis contente. Ce qui est vrai, c'est une vraie histoire qui s'est passée dans ma vie. Mais c'est pas que les gens s'en foutent, parce que non, les gens sont contents pour nous et tout ça. Mais en fait, le storytelling, et ce qui est puissant avec tout ça, avec la vulnérabilité et l'authenticité, c'est que les gens ressentent des choses à travers nous. Juste leur parler de nous pour nous faire bien voir, même si c'est naturel et c'est intuitif. Regardez ma belle création, regardez, j'ai fait cette masterclass et il y avait 60 élèves. Regardez, j'ai fait tel live et il y avait plein de gens. Ça, c'est intuitif de faire ça, mais c'est pas forcément ça qui va faire ressentir des émotions à notre audience. C'est ça qu'on cherche quand on veut connecter profondément avec l'audience, c'est partager vraiment des choses et faire que les gens s'identifient à ce qu'on partage et qu'ils ressentent à travers nous des émotions. Et donc là, c'est plus dire pourquoi ce live où il y avait 1200 personnes m'a ému. J'ai ressenti ça, il s'est passé ça, j'avais la musique, il y avait 1200 personnes, même plus. Je crois que au live auquel je fais référence, c'était genre 2000 ou 3000. Pourquoi j'ai eu les larmes aux yeux à ce moment-là, il s'est passé ça. Et là, les gens sentent, en fait, ils se mettent à ma place et sentent cette émotion qu'on peut ressentir quand on est en communion tous à peindre ensemble. C'est pas la même chose que coucou, j'ai fait un live, on était 3000, mettez-moi un com pour dire que vous trouvez ça ouf. Vous voyez, tu vois ce que je veux dire? Oui, de vraiment repartir des émotions. Ouais, et essayer de se dire, ce que je transmets à mon audience, c'est pas seulement moi. C'est qu'est-ce que je veux apporter à mon audience. Et ça, c'est clé, je trouve. C'est, par exemple, il y a quelques mois, j'ai écrit une histoire pour expliquer aux gens pourquoi c'est important de faire ce qui nous fait vibrer.
J'aurais pu faire la version 1 en mode je fais un métier qui me fait vibrer, c'est trop bien. Tous les jours, je me réveille le matin, je suis en boost. Ça, c'est la version aimez-moi, regardez, ma vie est cool. Et en soi, ça provoque aucune émotion de dire ça comme ça. Donc du coup, il faut plus se dire, ok, comment je peux faire en sorte que les gens ressentent une émotion à l'idée de faire un truc qui les fait vibrer. Et donc du coup, là, j'ai essayé de raconter une histoire. Bon, à chaque fois, ça n'a pas besoin d'être un truc autant poussé. Là, c'était peut-être un peu poussé pour cet exemple-là. Mais j'ai essayé de raconter une histoire où j'explique comment j'ai perdu ce qui m'a fait vibrer au fur et à mesure. Et comment retrouver ça, ça m'a profondément chamboulé l'année 2022. Et ça, c'est ça l'authenticité. C'est pas dire, j'ai fait une masterclass, on était 70, trop bien, c'est ouf. C'est qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qui se passe concrètement. Et des fois, ça fait un peu peur de dire ça et moi, cette histoire, quand j'ai écrit sur le carnet rouge, je sais pas s'il y a des gens qui la connaîtront, mais la première fois que j'ai écrit, je pouvais pas la lire sans pleurer, quoi. Enfin, vraiment, c'est un truc qui m'a chamboulée. C'est-à-dire que je dis pas qu'il faut écrire toutes ces histoires en pleurant à la fin, c'est pas le but non plus, mais l'idée, c'est voici ce qui s'est passé, quoi. C'est ça qui s'est passé. Et comment faire pour avoir des histoires comme ça à raconter aux gens? Il faut vivre sa vie à fond. Et c'est un truc de fou, comme des clics que j'ai eu l'année dernière, c'est qu'en fait, moi, j'étais dans une boucle avant ce déclic-là, où j'étais en mode faut bosser. Faut produire du contenu. Sauf qu'en fait, en faisant cette vie-là, je vivais rien. J'étais en mode tout le temps Notion, Canva, production de contenu, Zoom et tout. Sauf qu'en fait, du coup, en ayant ce déclic, en me disant pour avoir des choses à raconter aux gens, pour que les gens connectent avec ce que je fais dans ma vie, il faut qu'il y ait des choses qui se passent dans ma vie, en fait. Et du coup, là, j'ai repris le temps de me dire, ok, je peins, mais je m'éclate à peindre. C'est pas juste je peins pour faire un stage ou je peins pour vite avoir des abonnés. C'est je peins parce que j'aime peindre. Et je veux que les gens, quand ils voient cette vidéo de moi qui peins, ils ressentent ce que c'est de prendre ce temps pour soi. Et donc, du coup, j'ai tout axé sur ça. C'est pas si simple que ça à faire parce que ça prend du temps. C'est un truc qui s'apprend. Mais c'est tellement plus agréable en tant que marque incarnée de travailler comme ça et de se dire quelle expérience j'ai vécue, que j'ai envie que les gens ressentent, que ça peut apporter. Et donc, mes produits, naturellement, ils sont dans cette veine-là. En tant qu'artiste, par exemple, ça peut être, voilà, j'ai peint cette création et voilà l'inspiration qu'il y a eu. Voici tout le parcours que j'ai vécu pour sortir cette œuvre. Et c'est pas juste coucou, nouvelle œuvre, super belle, 300 €, achetez-la, promo avant tel jour. C'est pas juste ça, en fait. Bien sûr, je fais des opérations avec des techniques, des promotions, des réductions, des trucs comme ça, bien sûr. Mais c'est beaucoup plus authentique parce que je vis vraiment les choses, en fait. Et je me suis dit, les réseaux sociaux sont ma fenêtre sur le monde pour permettre aux gens, à travers moi, de ressentir ce que je vis. Et plus, je dois poster 50 posts par mois sur les réseaux parce que c'est comme ça que j'ai décollé en 2020. Tu vois la différence? Ouais. Et en fait, aussi ce que j'entends dans tout ce que tu expliques, et c'est quelque chose qui est ressorti beaucoup quand j'ai discuté avec différentes créatrices, c'est que d'une certaine manière, t'es un peu revenu à la vie réelle. C'est-à-dire t'es revenu en fait dans des activités concrètes, réelles, c'était ta vie. Et après, tu as voulu la partager sur les réseaux sociaux, mais tu partais plus du réseau social sur lequel t'allais communiquer. Tu partais vraiment de tes propres expériences réelles, concrètes, tes émotions réelles et concrètes aussi. Et j'imagine que c'est là où tu as réussi à repasser sur du storytelling qui à la fois te parle, et ça c'est la première chose, et en même temps qui va parler à ton public et à ton audience. Oui, tout à fait. Après, comme tu disais tout à l'heure, comment on fait pour trouver un équilibre? Parce que c'est pas évident de d'un coup se mettre dans ce mode-là. Je dirais se forcer. Ça paraît fou, mais par rapport à tout ce que j'ai dit, authenticité et tout, mais se dire, ok, une fois par semaine, je vais faire un post dans cet esprit-là. Je vais faire un post où quelle est la leçon que j'ai apprise cette semaine? Quel est le truc que j'ai vécu cette semaine? Quel est un truc que j'ai ressenti cette semaine? Et du coup, raconter ça, en fait, en mode journal, pas en mode derrière je vais vous vendre un truc, ou pas en mode liker ma nouvelle création, mais vraiment juste je partage ça. Et ça, c'est une petite pièce de puzzle qui va permettre à notre audience de se rendre compte de qui on est et qui va lui donner envie de continuer à connaître qui on est en tant que personne. Et au fur et à mesure de ces différentes pièces de puzzle, qui vont être associées ensuite à des pièces de puzzle plus découvrir mon produit ou acheter mon cours, acheter ma création. C'est pas une honte de vendre ces produits, mais
voilà, se forcer une fois par semaine, se dire je fais cet exercice-là, parce que c'est vrai que voilà, c'est pas forcément ces posts-là qui vont exploser sur les réseaux, qui vont me permettre d'être découverts. Donc il y a aussi d'autres types de posts qui sont importants de faire pour développer son audience et tout ça, mais se dire c'est important d'avoir effectivement cette rigueur. On se dit j'essaye de poster un petit peu régulièrement, j'essaye de montrer mon travail, de faire des belles photos et tout ça, mais se dire aussi dans toute cette stratégie, je vais inclure ces petites bulles d'authenticité, même si j'essaye de l'inclure dans le reste, mais un peu plus profondément, au moins une fois par semaine, j'essaye de faire ce genre de post pour montrer qui je suis et pas juste pour me faire avoir des likes qui font augmenter mon estime de soi, mais juste parce que j'ai envie profondément que mon audience ressente des choses et soit transformée également. Je pense que c'est ça qui fait la différence. Ouais, et c'est vrai qu'en fait, c'est un peu une règle majeure du storytelling, c'est d'avoir avoir souvent un conflit finalement dans ce qu'on raconte. En général, quand on arrive à faire passer correctement une émotion, c'est parce qu'on a réussi à mettre en avant un conflit. Alors le mot conflit comme ça peut faire un peu peur, on a l'impression qu'on rentre en guerre. Mais comme tu disais tout à l'heure, où tu avais posté pour expliquer le fait de trouver une activité qui nous fait vibrer, et en fait, t'es quand même partie du conflit qui était que tu l'avais perdu. Je pense que c'est en ça aussi où on peut arriver à trouver l'équilibre pour arriver à parler de ses émotions, et pas uniquement en positif et en lisse, mais en ajoutant des aspérités à ses émotions et à son vécu. Ouais, pour faire simple, pas besoin forcément de chercher des conflits vraiment de dingue, en mode le jour où j'ai démissionné, ou ce genre de choses, et du coup on se dit j'ai rien à raconter en fait, parce que moi mon quotidien il est classique, donc bon. En fait, se dire, ces derniers mois, c'est quoi les moments clés? C'est quoi les moments où il s'est passé des trucs? Quelles sont les expériences que j'ai vécues? Parce qu'une expérience en soi, ça peut être un peu un conflit. Pourquoi j'ai dû vivre cette expérience? C'est quoi en fait? J'ai l'impression d'avoir besoin de plus d'inspiration, j'ai l'impression de tourner en rond. Enfin, des fois, c'est des trucs vraiment simples. Être en mode journal et se dire, qu'est-ce que j'ai appris cette dernière semaine? Quelle est l'expérience que j'ai vécue? C'est effectivement, je suis d'accord avec toi sur le fait de parler des hauts et des bas. Quel est le dernier bas que j'ai ressenti? Et des fois, c'est pas des trucs extraordinaires, mais c'est juste dire, en fait, la semaine dernière, en plein milieu de la semaine, je pouvais plus travailler, quoi. J'en sais rien, moi, j'ai n'importe quoi. Mais raconter des fois des anecdotes, et pas juste histoire de se faire bien voir. C'est vraiment important d'avoir ce déclic. Et moi, ça m'a pris du temps à avoir ce déclic. Donc, c'est naturel de se dire, je vais faire ça pour avoir des likes. Mais il faut vraiment se dire, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter, en fait, à mon audience? Qu'est-ce que j'ai envie de faire pour que mon audience soit transformée? Et en tant qu'artiste, il y a plein d'axes différents. Ça peut être, je veux que les personnes qui voient mes œuvres sentent une énergie, se sentent énergisées, soit en mode je peux dépasser mes limites parce que j'ai cette œuvre dans mon salon, ou je suis apaisée, je suis réconfortée, j'ouvre ce livre, ou j'ouvre cette création, je regarde cette création que j'ai achetée et tout de suite je me sens dans une bulle de douceur. Ou j'en sais rien, je me sens, c'est un truc d'évasion. Enfin, peu importe, en fait. Il n'y a pas besoin de faire des cours en ligne pour faire ça. Tout le monde peut faire ça, en tant que marque incarnée. Et donc, se dire, j'ai envie, moi, que mon audience comprenne pourquoi c'est important. Et je pense que ces questions-là sont clés dans la construction et la solidification de sa marque. Parce que si on est juste là en mode, coucou, nouvelle création, vite liker, ça va pas durer bien longtemps, quoi. Au bout d'un moment, on va péter un plomb. Et il n'y a pas de sens derrière. Il faut vraiment, quand on construit sa marque, prendre ce temps-là pour construire le sens derrière, quoi. Oui, et en même temps, dis-moi si je dis une bêtise, mais est-ce que il faut pas, enfin voilà, tu disais que toi il t'avait aussi fallu du temps pour arriver à avoir ce déclic, et je me dis aussi il faut du temps pour les créateurs, parce que je pense que c'est très lié à ce qu'ils font, et que parfois leur propre création n'est pas encore bien aboutie sur vraiment ce qu'ils ont envie de faire passer. Comme tu disais, peut-être pourquoi pas de l'empowerment féminin, parfois peut-être plus des choses drôles pour se sentir bien, joyeux. Et en fait, il y a souvent ce truc où on veut déjà communiquer, mais même sa propre œuvre créative n'est pas forcément encore bien fixée. Et forcément, la communication, elle va être aussi hyper bancale. Moi, j'aurais tendance à dire presque c'est pas grave, et continuer, parce que ça va arriver, ça va se développer à force de faire. Mais toi, comment tu vois ça? Est-ce que tu te dis qu'il faut prendre un temps à part, arrêter de communiquer, trouver vraiment son truc, ou au contraire se dire allez, on y va et c'est pas grave, on avance petit à petit et ça va venir? Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Je pense qu'on peut pas se trouver avant de s'être trouvé. On peut pas essayer de faire un plan d'action pour essayer de trouver la solution un an avant et après se mettre à communiquer parfaitement, parce que un an après, la com aura changé, de toute façon, on aura une autre idée. Oui.
Donc, il faut se dire, en fait, j'ai tout ce qu'il faut là pour commencer à communiquer sur ce que je fais. La seule chose qui est importante, c'est se dire pourquoi aujourd'hui je le fais. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est parce que je sais pas encore si je vais pouvoir en vivre, mais j'adore déposer les couleurs sur le papier parce que je crée des mondes imaginaires et ça me permet de m'évader. Si c'est ça aujourd'hui, c'est très bien, on communique sur ça. On communique pas sur ah mais dans 2 ans peut-être que je vais vouloir faire de l'empowerment féminin et je vais peut-être passer au fusain et pas finalement à l'encre, donc peut-être que je devrais commencer à parler des fusains et parler des différents types de fusains qui existent. Non, aucun sens. Il faut communiquer sur aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on vit. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est revenir au vécu, revenir à vivre des choses. Si vous n'avez rien appris, rien vécu, rien ressenti cette semaine, c'est là où il faut se poser des questions, quoi. C'est là où il faut se dire, attention, est-ce que je suis pas la tête dans le guidon en train de trop dans ma tête et pas vraiment dans le vécu. Donc, se dire, voilà, peut-être que ça va évoluer. Moi, au début, je faisais des tutos pour les fleurs sur les débutants. Après, je me suis mise à parler de Photoshop. Maintenant, je commence à parler d'entrepreneuriat créatif. Tout ça change, évolue, mais c'est pas pour autant que je vais faire un nouveau compte Insta à chaque fois. C'est pas pour autant que des gens vont partir, des gens vont arriver. Notre com évolue au fur et à mesure de nous, mais c'est notre spécificité en tant que marque incarnée. C'est vraiment ça la spécificité, c'est que ça nous suit. Et c'est le pouvoir aussi, c'est que on évolue et on en parle au fur et à mesure. Donc il faut vous dire, à l'étape où vous êtes de votre com en tant qu'artiste, en tant que créatif, faut dire j'ai quand même des choses à dire. Pourquoi aujourd'hui je veux créer? Qu'est-ce que j'ai appris cette semaine dans mon aventure créative? Et après, à côté, on peut faire des real process ou des choses comme ça, un peu plus légers et juste qui permettent aussi de développer sa visibilité. Mais de temps en temps, avoir ces réflexions-là et se dire, ok, bon, bah, moi, au fur et à mesure, j'ai jamais, rabaissé mon art et j'ai jamais rabaissé ma com. Même si c'était le tout début, j'essayais de me positionner comme pro. J'ai tout de suite, même des années avant de me lancer en tant que pro, j'avais Photoshop, j'avais tous les logiciels Adobe. Enfin voilà, j'avais la suite Adobe. J'avais investi en fait dans moi parce que je me disais, si je le fais pas, les gens ne me prendront pas au sérieux en fait. Donc dès le début, j'ai essayé de me prendre au sérieux. J'ai essayé de communiquer petit à petit sur ce qui m'intéressait, sur ce qui se passait dans mon parcours. Et les gens connectaient au fur et à mesure avec ça. Et je pense que c'est important de se prendre au sérieux sans vouloir non plus devenir un but de soi-même, mais ne pas minimiser ce qu'on fait, de pas se dire que c'est nul parce que on n'en vit pas encore ou quoi que ce soit. Moi, si j'avais pas pris au sérieux mon art au tout début, si j'avais pas fait des mock-ups de fou au tout début sur mon blog alors que franchement j'avais 4 visiteurs par jour, même pas, j'aurais jamais été repérée par des marques, j'aurais jamais été repérée par des maisons d'édition, mon aventure n'aurait pas commencé. Donc si vous êtes à cette phase où vous n'avez pas encore, entre guillemets, changé de vie, et encore une fois, je le redis, j'ai fait une vidéo YouTube sur ça, c'est vraiment pas une bascule, c'est un process, qui est hyper long, et c'est pas juste avant d'avoir changé de vie, c'est rien. Non, c'est justement ces années-là qui sont les plus importantes. Prenez au sérieux votre projet. Vous avez le droit de communiquer dès maintenant, même si c'est pas encore entre guillemets un métier qui vous permet d'en vivre à temps partiel ou à temps plein. Et au contraire, il n'y a pas de bancal. Voilà, c'est dès maintenant que ça se joue. Soyez authentique, allez piocher vraiment profondément dans ce qui se passe dans votre vie et il n'y a pas de raison du coup que les gens ne connectent pas à cette aventure-là. Ça prendra le temps que ça prendra, mais il faut y croire dès le début, sinon c'est comme ça que ça marche pas, selon moi en tout cas. Ouais. Et du coup, maintenant, tu prônes le storytelling. D'après ce que tu m'as dit, si j'ai bien compris, hein, dis-moi si je te dis une bêtise, mais tu t'es vraiment accaparé le storytelling récemment. Depuis que tu as voulu retrouver ton plaisir de communiquer, te remettre toi au cœur de ton entreprise, est-ce que tu te dis j'aurais voulu le faire avant, ou est-ce que tu te dis mais je crois qu'en fait je le faisais mais peut-être que je le savais pas vraiment et je mettais pas le nom dessus? Écoute, il y a pas que cette stratégie qu'on utilise parce que pour moi la com c'est fun. Il y a toujours des nouveaux trucs à apprendre. Donc effectivement du storytelling, raconter un petit peu mes expériences sous un angle, comment vous pouvez aussi avoir besoin de vivre ça ou comment vous pouvez vous identifier à travers moi et du coup prendre une action dans votre vie. Effectivement, c'est des choses que j'avais déjà un petit peu faites dans le passé et différemment. Voilà, après, je suis pas non plus en mode storytelling uniquement et tout le reste, ça passe à la trappe. Oui, de toute façon, il y a toujours plusieurs canaux. Mais tu vois, par exemple, quelque chose de simple, quand on parle de ces produits, en l'occurrence,
Un élément important et qui est lié à cette histoire de storytelling, c'est qu'est-ce que c'est les bénéfices de notre produit? Qu'est-ce que c'est en fait qu'est-ce que notre produit apporte? Ça revient toujours à la même discussion. Comment notre produit transforme notre audience? C'est pas juste, c'est un court vidéo de 6 heures avec 3 caméras, 15 modules et des fiches. Ou c'est une affiche de 200 grammes par mètre carré en papier archival Anémule et c'est imprimé avec telle encre en France. Les gens s'en foutent de ça. Et donc, réfléchir à qu'est-ce que les gens ont envie de ressentir quand vraiment ils veulent nous produire. Tout ça, c'est ça qui est clé pour moi et c'est choses que je faisais déjà avant sans vraiment me dire est-ce que ça fait partie du storytelling. Enfin, tu vois, il faut pas non plus tout mettre dans des cases. Par exemple, moi, j'ai toujours mis mes cours vidéo en avant sous l'angle prenez du temps pour vous. Prenez du temps pour vous, c'est dispo quand vous voulez, vous ouvrez votre ordi, vous ouvrez votre cours et prenez ces minutes de déconnexion avec vous. J'ai toujours mis ça en avant au lieu d'être en mode, bon, peut-être pas au tout début quand je maîtrisais un peu moins le marketing, autour de la créativité, mais j'ai toujours essayé de mettre ça en avant parce que c'est vrai, c'est ma mission, quoi. C'est d'apporter ces bulles de déconnexion aux gens. Même si on sait pas dessiner, même si ça fait 15 ans qu'on n'a pas dessiné, même si notre famille nous trouve nuls, eh bien, on peut y arriver. Et pas tout ce que j'ai dit avant sur les spécificités. Donc, tu vois, c'est pas forcément, j'aurais aimé faire avant du storytelling parce que, j'avais découvert d'autres choses. C'est un ensemble, en fait. Et il faut pas vous culpabiliser en vous disant, il faut à tout prix que je fasse ça parce que sinon j'ai raté ma com'. Et c'est plus, essayer de se challenger au fur et à mesure, vraiment se dire, je vais faire les choses sérieusement, même si c'est le tout début, parce qu'il y a toujours des choses à mettre en avant, toujours des choses intéressantes sur lesquelles communiquer. Et essayer de pas être égocentrique en mode, c'est pas parce que c'est mes réseaux sociaux, ma com, moi, que c'est à propos de moi. C'est à propos de qu'est-ce que les gens ressentent, pourquoi ils vont nous suivre, quels bénéfices ça leur apporte, comment ils interprètent les histoires qu'on raconte et comment ils les imaginent dans leur tête et quel déclic ça provoque chez eux. Et moi, quand j'arrive après derrière à avoir des gens qui prennent une action, qui font un de mes tutos, qui font un de mes stages, c'est ça la réussite pour moi. C'est ça. Et c'est plus que, parce que des comptes qui ont des milliers, voire même des centaines de milliers d'abonnés, mais que les gens, en fait, ils connaissent pas la personne. Ils s'en foutent, ils sont juste là parce que on sait pas pour quelle raison, il y a eu un concours, il y a eu un truc, il y a eu une muche. Il y en a plein. Donc, il faut arrêter de se dire, ah là là, mais moi, j'ai que 500 abonnés quand je compare à l'autre qui en a 250 000, c'est nul. Pas forcément. Vraiment, c'est clé de construire ce lien, plus que de chercher le like à tout prix et tout ça. Ouais. Et le temps file. T'avais plein de choses hyper intéressantes à partager. Merci beaucoup. Du coup, je vais te poser la dernière petite question classique des créatives. Pour toutes les créatives qui soit débutent, soit commencent à être un peu dans une phase de down et perdent un peu la motivation de communiquer. Et justement, comme tu parlais de fun, et je pense qu'en effet, c'est un des piliers principaux pour continuer à garder la motivation de communiquer. Est-ce que tu aurais un ou des conseils pour les aider à retrouver ce plaisir de communiquer justement et du fun? Tout simplifie la vie. Il n'y a pas besoin de autant de complexité pour poster, de faire des reels méga compliqués. Filmez-vous, en fait. Achetez un trépied. Filmez-vous en train de faire votre vie. C'est pas parce que pour vous, ça paraît basique que pour le commun des mortels autour, c'est une évidence. Filmez-vous en train de trier vos trucs, de ranger votre matériel d'art. Filmez-vous en train de faire des brouillons moches. Filmez-vous en train de faire un brainstorming sur votre ordi. Enfin, filmez tout ça. Et poster ce genre de choses en disant, voilà, aujourd'hui, j'ai fait ça. Et ça raconte quand même une histoire, même si c'est du visual storytelling et c'est pas à l'écrit, voici ce qui s'est passé, truc muche. C'est des visuels qui sont simples à faire parce que vous faites votre vie, vous avez juste à vous documenter votre vie. Donc, documenter son quotidien, je dirais que c'est le plus simple. Si c'est difficile pour vous de créer des visuels de qualité ou des choses comme ça, allez acheter quelques mock-ups, des maquettes pour mettre en avant votre art. Ça peut aider, mais n'essayez pas forcément de faire un truc trop lisse et trop parfait. Moi, je suis tombée là-dedans il y a quelques années. Aujourd'hui, on fait plus de story Canva parce que ça marche pas. Tout ce qui est trop parfait, c'est simple. Nous, en tout cas, on a remarqué que à chaque fois qu'on faisait ça, nos vues diminuent, les gens ne regardent plus. Donc voilà, faites des trucs authentiques, partagez les choses qui vous intéressent en ce moment, les séries que vous regardez en ce moment, partagez votre repas du midi. Même si on peut aussi se dire, mais attends, elle part en délire, c'est pas ça ma niche, faut que je sois focus sur ma niche. Non.
de temps en temps, ces petits trucs aussi, c'est important. Voilà. Oui, et puis rien n'empêche d'essayer de faire un lien, parce que un lien avec quelque chose qui a un rapport avec ce qu'on crée, et comme tu parlais d'une série télé, on peut faire des liens avec tout. Enfin, moi, c'est un exercice que je fais très souvent, et d'ailleurs, c'est le freebie que je propose, mais c'est vraiment cet exercice de dire, ok, il y a une thématique, mais qui a rien à voir avec ce qu'on fait, mais que j'adore. Et puis, moi, il y a mon travail, et comment je mêle tout ça, et en général, on arrive assez souvent à créer des liens, et après, on n'est pas obligé de le faire, hein. J'entends aussi ce que tu dis, aussi simplement le plaisir de partager un moment, mais voilà, pour des personnes que ça peut bloquer, de dire, bah non, je vais pas juste montrer, ça peut aussi être très amusant et même créatif d'essayer de trouver comme ça des liens entre quelque chose qu'on aime et puis quelque chose qu'on fait plus pro. Oui, non, je suis d'accord avec toi, mais quand on est bloqué et qu'on n'arrive pas à communiquer, ça demande de la réflexion, tu vois, de se dire, Ouais. ah tiens, je vais parler de série, comment je vais relier ça à mon art, faudrait que j'arrive à trouver un truc, enfin, tu vois, ça peut aussi prendre du jus de cerveau, qui est très intéressant quand on va faire une newsletter, ou tu vois, quand on va se dire, bon, je vais raconter une anecdote, j'ai envie justement de faire toute cette connexion, mais il y a des moments où il faut juste lâcher. Et ce qui est important dans tout ce qu'on a dit, même si on l'a pas dit explicitement, c'est faire, c'est l'action. C'est au bout d'un moment, la com va pas se faire toute seule. Il va falloir dépasser son blocage et sortir, entre guillemets, de la situation. Donc, documenter, pour moi, sans pour autant forcément se dire, ah, c'est pas intéressant. Les gens ont besoin, en fait, d'un humain. Ils ont pas envie de voir une machine marketing qui fait un truc trop lisse. Donc, dites-vous, vous, en fait, faites cet exercice. Dites-vous, vous, qu'est-ce que vous aimez sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que vous aimez regarder? Est-ce que vous aimez regarder des personnes qui se montrent jamais, qui parlent pas, qui sont en mode regardez mes belles stories Canva, ou est-ce que vous voulez voir les histoires de telle personne qui fait ça et qui montre un minimum son quotidien même s'il se passe rien? Bah c'est pareil pour vous quoi. Donc après bien sûr, il y a des moments où on va développer sa com pour telle ou telle idée qui sont pertinentes, mais moi je dis quelqu'un qui est bloqué, ce genre de truc à mon avis ça faites simple et soyez vous-même et ça va bien se passer. Et bah écoute, merci pour tous ces conseils. Franchement, je suis ravie et je pense que les auditrices aussi. Si on veut te suivre et qu'on ne te suit pas encore, où est-ce qu'on peut te trouver? Bah écoute, Tribulation de Marie avec un S, Tribulation de Marie, tout attaché sur Insta par exemple, c'est là où on partage un peu le quotidien, ou sur YouTube, on essaye de poster régulièrement des contenus jusqu'à présent plutôt sur l'aquarelle et la peinture, mais de plus en plus sur l'entrepreneuriat créatif. Donc peut-être que ça pourrait intéresser les créatifs. Oui. Et j'ai aussi un espace communauté qui est en ce moment un petit peu en pause, mais qui va reprendre du service, communauté privée qui s'appelle Facette. Donc pas hésiter à regarder sur mes réseaux, sur Insta, on a des stories à la une sur le sujet, c'est pour les entrepreneurs créatifs, donc peut-être que ça pourrait vous plaire de rejoindre ce genre de communauté. Eh ben c'est super, merci beaucoup. Donc je pense que les auditrices auront compris déjà passer à l'action, yes. Et avancer petit à petit et pas se bloquer en se disant j'ai pas fait ça. Il faut y aller et ça va se construire petit à petit. Yes, tout à fait. Bon courage à vous, vous allez y arriver. Bon merci beaucoup et j'espère à une autre fois sur les créatives. À bientôt, merci à toi. Si tu es encore là, c'est que tu as aimé l'épisode. Un grand merci. Pour soutenir le podcast et toutes les entrepreneurs créatifs qui y passent, tu peux laisser un commentaire. Je serai ravie de te lire et de te répondre. Tu peux aussi laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Et surtout, parle-en à toutes les entrepreneurs créatives autour de toi. Tu retrouveras toutes les news des créatives et de la Storia Mimosa sur Instagram, storia.mimosa. Et tu peux aussi télécharger mon freebie, deviens ta source d'inspiration pour au moins 10 idées de posts fun. Le lien est en description. On se retrouve dans 2 semaines dans mon salon de thé créatif. Allez, ciao la créative!